Bonjour et bienvenue donc dans cette deuxième critique. Aujourd'hui on s'attaque à un gros succès Netflix, en tout cas succès dans les médias, ça a beaucoup fait parler ce film, avec un casting notamment qui fait plutôt rêver tout Hollywood. Aujourd'hui on va parler de Don't Look Up. It's wave towards Earth. Can you see it? I can't. My head is in a bag. Donc, comme pour la dernière fois, on va parler des points positifs et des points négatifs du film. Mais dans cette vidéo, il n'y aura pas en fait de points mitigés. On va plutôt faire une troisième section qui va s'attaquer plus au parallèle avec le réel, à la crédibilité du scénario. Donc bien évidemment, ça va spoiler. De toute façon, toutes les vidéos, critiques, cinéma vont spoiler. Et donc, on commence tout de suite avec les points positifs. Premier point positif, c'est pas réellement dans le film, mais c'est plus en fait le réalisateur du film, donc qui est Adam McKay, ou McKay, McCain Mac quelque chose, McKay, je sais pas. Tu passes par là, Adam, désolé pour toi. Donc, moi, ça me fait toujours très plaisir quand je vois des réalisateurs comme lui ou comme Todd Phillips qui font beaucoup de comédies et ils sont raillés pour leur comédie un peu grasse, un peu border. Adam McKay, c'est celui qui a réalisé La légende de Ron Burgundy 1 et 2 et aussi qui a réalisé Very Bad Cop. Donc qui sont des comédies assez populaires avec Will Ferrell, etc. Et récemment, il a fait un shift dans sa carrière parce qu'il a réalisé The Big Short, qui est donc un film sur les conséquences du libéralisme et notamment du système économique qu'on a en place. Mais aussi un très bon film que j'ai vu récemment, qui est Vice, où Christian Bale joue l'ancien vice-président des États-Unis de George W. Bush, Dick Cheney. Et c'est un excellent film. Évidemment, on va pas s'attarder, mais Christian Bale nous livre une performance exceptionnelle dans ce film. Donc je vous le recommande très chaudement. C'était finalement un point externe au film. Vraiment concernant le film, le premier point positif que j'ai noté, puis ça c'est un avis assez personnel j'ai envie de dire, mais j'adore les films dans lesquels on rentre directement dans le film. C'est-à-dire ça prend pas des heures à ce qu'il y ait le postulat qui se fait, à ce qu'on avance. Et là finalement en quelques minutes à peu près, j'ai pas regardé ma montre, mais en moins de 10 minutes, le personnage principal découvre donc la fameuse comète qui va s'écraser sur nous. Et même pas, ça c'est dans les 3 premières minutes du film. Et en dessous des 10 minutes, on découvre que cette comète va s'écraser probablement directement sur notre petite planète bleue. Et qu'on risque tous de mourir dans d'atroces souffrances. Ce qui lance un postulat plutôt joyeux pour le film. Donc tout de suite, on est dans l'histoire, on rentre dedans et maintenant on se demande, ok, comment l'humanité en tant que telle va gérer ce problème. Et c'est là que l'histoire commence et c'est là donc que ça devient un peu intéressant. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est qu'il y a un maintien du scénario, il y a une vraie cohérence dans son scénario, notamment tout au long du développement des personnages principaux. Vraiment, on suit leur évolution petit à petit, on voit leur shift, notamment comment ils sont déçus par le pouvoir politique, comment le pouvoir politique instrumentalise tout ça, mais surtout on voit vraiment les personnages évoluer au fur et à mesure. Et le réalisateur a su maintenir une vraie ligne directrice pour les personnages. On le voit à travers des petites phrases comme par exemple le running gag du snack. Le fait que le haut gradé ait fait payer les snacks alors qu'ils sont gratuits à la Maison Blanche. Ça montre vraiment le fil conducteur qu'a voulu avoir le réalisateur. Et ça finalement c'est un bon point. Parce que ça nous permet de suivre les personnages, de les voir évoluer dans leurs réflexions. Mais on le voit aussi au travers de toute l'évolution du personnage de DiCaprio. Comment il se fait happer par le monde des médias. Comment il tourne dans des pubs. Comment il va de... Presque on a l'impression qu'il croit de moins en moins en la science. Jusqu'à bien évidemment son explosion vers la fin du film et qu'il lâche tout. Donc ça pour le coup, je trouvais que... On rentre très vite dans le scénario et il arrive à nous maintenir avec l'évolution des personnages. Donc on peut y trouver un intérêt ou pas, mais reste que c'est cohérent, qu'il y a une ligne directrice qui nous est tracée et qu'on n'a qu'à la suivre en fait. J'ai trouvé aussi qu'il y avait des belles scènes, notamment toute la scène de fin. Moi j'ai beaucoup aimé le repas final qui est un peu une comparaison à la scène, pas la scène en tant que telle, la scène, le tableau. Puis rien à voir avec le film Tous en scène non plus. C'est pas ouf comme van. Je pense pas que celle-là je la laisserai au montage parce que c'est ouais, pas ouf. Oui, donc on a plutôt des belles scènes. Je parle en termes de visuel, en termes d'humanité. Donc notamment donc toute la scène de fin
avec effectivement qui a un parallèle avec la scène Le Tableau, le dernier repas, puis comment ils essayent à tout prix de parler de banalité pour finalement omettre la gravité de la situation absolue qui est en train d'arriver. Finalement, c'est des belles scènes au sens de ce qu'elles veulent montrer, pas des belles scènes au sens visuel. Ça, on en parlera dans les points négatifs. Concernant tout le casting, donc c'est vraiment un casting c'est un casting 5 étoiles. Donc évidemment, DiCaprio nous livre une performance encore une fois brillantissime. Pour moi, DiCaprio n'est pas le meilleur acteur que la Terre ait jamais porté parce que pour l'instant, il lui manque un art qui pour moi ne maîtrise pas. Enfin, pas qu'il ne maîtrise pas. Pour moi, il lui manque un art dans lequel on ne l'a jamais vu vraiment briller, c'est la comédie. Les meilleurs acteurs sont capables de tout faire. C'est pour ça que par exemple pour moi un Jim Carrey est au-dessus parce qu'il joue le fou. Il nous fait rire dans toutes les comédies dans lesquelles il a joué. Il joue vraiment bien aussi dans l'excellent film que je vous conseille, Le Truman Show. On voit qu'il y a une vraie palette d'émotions. DiCaprio c'est à peu près tout joué, mais pour l'instant la comédie pure et dure, je ne l'ai pas vu briller dans ce domaine-là, donc il lui manque ça pour être un très bon acteur. Quoi qu'il en soit, dans ce film, il joue excessivement bien. Pour moi, il y a 2 scènes qui m'ont particulièrement marqué, qui sont des vraies leçons, j'ai envie de dire, un peu à ce niveau-là. C'est bien évidemment la scène où il explose au délirium vers la fin du film. La montée petit à petit, DiCaprio c'est excessivement bien joué les montées, notamment dans Once Upon a Time in Hollywood, il y arrive particulièrement bien. Pareil dans Django Unchained, ou encore bien évidemment dans Le Loup de Wall Street, quand il décide de pas partir, vous savez toute cette scène où il devient fou, là on retrouve encore ce jeu d'acteur, je pense lui seul arrive à le faire aussi bien à Hollywood, et vraiment une montée, une explosion, une ébullition qui est vraiment très très cool à voir. Et notamment la deuxième scène, c'est toute la confrontation avec sa femme, ou quand elle lui jette les pilules petit à petit sur lui. Vraiment, je sais pas, il y a eu un truc qui s'est dégagé dans ses yeux, dans sa posture très prostrée sur lui-même, très renfermé. Il y avait tout un jeu au niveau des sourcils et de ses yeux, je sais pas, j'ai trouvé que c'était très crédible et que c'était, bon c'est DiCaprio évidemment que ça allait être crédible, mais il s'est un peu surpassé dans cette scène là, je trouve, par rapport à d'autres. Donc ça pareil, moi j'ai beaucoup apprécié. Tout le monde joue super bien dans ce film. Jennifer Lawrence, moi je l'ai détestée dans Hunger Games, je l'ai adorée dans Red Sparrow. Puis là, elle a vraiment le personnage qu'elle veut incarner. Meryl Streep et Jonah Hill sont 2 personnages détestables. Évidemment, c'est des caricatures un peu faciles d'ailleurs, j'ai trouvé, de Donald Trump et de sa famille. Mais tu les détestes. Donc c'est ça le but du film, c'est de les haïr, et ils réussissent très bien leur rôle. Puis aussi, j'aimerais souligner, en tout cas apporter une petite lumière sur la prestation de Ariana Grande, qui, je trouve, a été cringe tout le long du film, mais c'est voulu. Tu sais, elle veut montrer vraiment dans le message qu'elle veut interpréter, la société du paraître, les influenceurs qui ont plus de paroles que des vrais scientifiques, etc., qui ont plus de points, en tout cas qui sont plus écoutés, etc. J'ai trouvé vraiment que c'était bien amené et à mon avis assez réaliste, et que le côté cringe était volontairement fait exprès pour nous dire mais regardez, c'est à ça que vous donnez de l'importance. Je vais juste apporter une nuance aussi sur le jeu des acteurs. C'est pas une critique négative, mais Mark Rylance, qui joue donc le fondateur de Bash, joue déjà un génie perché de la tech, parce que c'est lui qui a fondé l'Oasis dans Ready Player One, autre excellent film que je recommande à tout le monde. Et que donc ça m'a un peu, comme il a une voix très particulière, j'avais l'impression de le revoir rejouer le même rôle. Et c'est toujours un peu dommage de voir des acteurs jouer le même rôle, parce qu'on se dit ah, il aurait peut-être pu être utilisé pour autre chose. Pour moi, on aurait dit vraiment Hallyday dans pas Johnny, rien à voir. On aurait dit vraiment Hallyday dans Ready Player One. Donc pour moi, dans l'ensemble, on a une bonne entrée en matière, un scénario qui tient la route. Après, tout ce qui va être dénouement, etc., on va plus en parler après, mais dans l'ensemble, la ligne directrice du scénario tient la route. Et en plus, on a des très bonnes prestations d'acteurs. Pour l'instant, on est à un niveau d'un film assez intéressant. Mais vous inquiétez pas, on va contrebalancer tout ça avec les points négatifs. Alors, dans les points négatifs, premier point, les effets spéciaux sont dégueulasses. Vraiment, Netflix, va falloir faire quelque chose dans les effets spéciaux que vous utilisez. Vous pouvez pas vous permettre de continuer comme ça. Je veux dire, quand on peut se payer DiCaprio, Meryl Streep, Jonah Hill, et puis j'en passe, j'en ai oublié la moitié des acteurs, vous pouvez pas produire des effets spéciaux où on dirait un jeu vidéo de 2005. Ce n'est pas possible, il va falloir investir à un moment ou à un autre, il va falloir faire appel à d'autres personnes que cette équipe-là. Vraiment, surtout quand vous faites un film sur l'espace et le film s'appelle Don't Look Up, Déni Cosmique, mais vraiment sur les fusées, etc., avec les scènes de décollage, d'annulissage, je crois que ça s'appelle.
tant pis. Il va falloir vraiment level up le game parce que là ça fonctionne pas du tout, c'était vraiment très laid. Et même sur ma télé 1080p, je l'ai vu. Donc j'imagine même pas ceux qui ont des qualités supérieures, qu'est-ce que ça devait donner. Bon voilà. En termes de scénario, j'ai dit que ça tenait la route. Le problème que je vois en fait, c'est que il y a vraiment des grosses facilités scénaristiques. Pour relancer le film, vous savez, il renvoie quelque chose, un autre élément pour nous faire tenir et nous faire rester plus longtemps, entre guillemets, concentrés sur le film. Un de ces moments-là a été le moment où justement le fondateur de Bash arrive et dit « Ah, regardez, il y a des minerais hors de prix à trilliards de dollars sur cette comète. » Pile au moment où la mission qui est censée tous nous sauver est en train de se dérouler. Donc là, je suis un peu en mode... C'est très facile là quand même, ça n'arriverait pas pile à ce moment-là, exactement à cette seconde-là. Non, arrêtez. Donc là, c'est vraiment pour relancer le film et ça s'est vu. En fait, c'est un peu... Il y a toujours des fils rouges comme ça dans les films, mais le but du scénario, c'est un peu de les cacher et de les enrober dans du sucre et qu'on les voit pas. Là, pour le coup, c'est un énorme fil rouge, on l'a vu, et ça, c'est vrai que c'est un peu décevant. Dans les autres points négatifs que j'ai notés, c'est une musique complètement insipide et inexistante. Ça paraît très méchant comme ça, mais moi, personnellement, je suis très attaché à la musique des films. C'est toujours dommage quand on a une véritable volonté artistique comme ils ont, de se satisfaire d'une musique aussi pauvre et aussi peu marquante. Pareil, on a une scène post-crédit et une morale du film, finalement, qui est pauvre, j'ai envie de dire. Notamment la scène post-crédit qui sont juste deux grosses vannes. Enfin, la scène post-crédit, la fin avec la navette spatiale où Meryl Streep se fait bouffer par un dinosaure. C'est décevant. Et puis Jonah Hill qui a survécu aussi. C'est que c'est une morale assez décevante parce que ça veut dire de 1 que l'humanité survit toujours peu importe les catastrophes, et quand on veut sensibiliser comme ils ont voulu faire le parallèle avec la crise climatique, mais ça on en reviendra dans la 3e partie, c'est un peu dommage de dire bah il y a toujours une solution. Oui, il y a le côté satirique de c'est les riches qui survivent, il n'y a pas de véritable morale. Il aurait fallu, je pense à mon humble avis, que le vaisseau s'écrase, qu'ils arrivent jamais sur le bon port, oui, on a l'impression qu'ils vont tous se faire bouffer, mais on sait pas, tu vois, et c'est dommage. C'est tout simplement dommage d'avoir voulu prôner autant la dystopie, autant montrer les problématiques entre guillemets dans nos sociétés, pour finalement faire une morale qui est insipide dans le sens qu'elle n'apporte rien. Il prend pas vraiment de stand sur la morale, et ça c'est dommage. Et donc ça fait le point pour les points négatifs, et donc maintenant on va essayer d'analyser humblement les parallèles que l'on peut faire avec le réel. Le film vraiment a pour but d'être une satire du réel, et notamment de comment l'être humain réagit face à une crise imminente alors que toute la science lui dit il y a un problème, il faut faire quelque chose. Donc je me suis dit que ça serait un peu plus intéressant de parler de ces choses-là plutôt que d'essayer de trouver des points mitigés qu'il n'y avait pas vraiment selon moi. Déjà, quand on veut faire une satire du réel, on a tendance à vouloir s'inscrire dans une réalité qui existe forcément, parce que sinon on n'y arriverait pas. Et pour moi, l'énorme point qui ne fonctionne pas dans le film, c'est en fait que c'est encore un énième film centré sur comment les États-Unis vont réagir à la crise. Et là où c'est pas crédible, c'est pour plusieurs points. Le premier, c'est que c'est une crise mondiale, et on voit bien notamment avec la crise climatique, et le film a cette volonté là de faire le parallèle avec cette crise climatique, donc ça va beaucoup revenir à chaque fois. Il n'y a pas les États-Unis qui réagissent tout seuls, c'est la France qui a organisé la COP26 où il y avait les accords de Paris. On voit aussi la Chine qui essaye de casser les négociations tout le temps pour justement tirer sa part du jeu. On voit bien que tous les pays sont en interaction constante à ce niveau-là. On voit bien que chaque pays essaye constamment de tirer son épingle du jeu, mais pour tirer son épingle du jeu, il est obligé de communiquer avec les autres pays en fait. C'est très rare qu'il y ait des actions à ce point-là qui soient si individualistes, sans consultation, sans relation avec les autres pays, sans que ça passe par l'ONU, sans qu'on en entende parler, etc. Enfin, ça ne fonctionne pas aussi parce que en fait, que font les autres pays? La comète va impacter la Terre au complet. C'est pas vrai que les autres pays vont rester les bras croisés. Que fait la Russie? La Russie passe pour des gens incapables. Ils essayent de faire une fois, dernière minute, un missile qui explose dans une base, alors que en 2018 notamment, la Russie avait plus de bombes nucléaires, ou en tout cas en 2018 ils avaient plus de 6000 bombes nucléaires chez eux. Les États-Unis à peu près le même chiffre. Et puis il faut pas oublier qu'en termes de conquête spatiale, la Russie c'est quand même eux qui ont envoyé le premier satellite.
c'est quand même eux qui ont envoyé le premier homme dans l'espace, qui ont fait la première sortie spatiale. Donc ils ont perdu la course, mais ils ont tenu la distance tout le long, et ça a été les premiers des pionniers dans la conquête spatiale à tous les niveaux. Ils sont encore dans la station ISS, etc. Donc c'est vraiment pas des tocards à ce niveau-là. Et je défends pas la Russie outre mesure, mais je dis juste que dans une réponse comme ça, bah, c'est pas vrai que la Russie elle serait là les bras croisés. Ils auraient fait probablement leur propre programme, ils auraient probablement réussi. Ok, en fait, on est toujours présenté très souvent dans le cinéma comme les États-Unis sauveurs du monde, mais il n'y a pas que eux. Et ce film ne déroge pas à cet énorme défaut qui, pour moi, quand on veut faire une satire du réel, est une énorme critique, en fait, est un énorme problème. Donc déjà, il y a un parallèle avec la réalité qui, pour moi, est très peu probable, c'est-à-dire que les États-Unis agissent tout seuls. Ensuite, si on continue un peu dans cet ordre-là, qu'est-ce qui conforte l'idée que les États-Unis n'agiraient pas tout seuls et qu'est-ce qui conforterait que tout le monde agirait énormément? C'est parce que la comète va impacter toute la Terre. Pourquoi le parallèle avec la crise climatique est un peu foireux? Et je vous mettrai toutes les sources en description, mais un des grands problèmes de la crise climatique, c'est que on va pas tous être impactés de la même manière. Tous les pays sont pas impactés pareil. Et bah le Canada par exemple se réchauffe 2 fois plus vite que le reste du monde. Donc il sait que les effets de la chaleur, notamment ça va provoquer beaucoup plus d'incendies, beaucoup plus de décès, il va y avoir plein d'effets qu'on n'est pas encore forcément capable de prévoir parce que on les connaît tout simplement pas. Forcément qui sont un peu plus en mode les changements climatiques ça va en fait m'impacter tout de suite moi, par rapport à d'autres pays qui eux vont être impactés soit plus tard, soit d'une différente manière, etc. Forcément chacun essaie de faire la réponse dans son coin pour les changements climatiques, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord et chacun essaie de tirer son épingle du jeu pour soi. Mais là, c'est une comète qui va exploser la Terre au complet, donc tout le monde essaierait vraiment, je pense, de tirer son épingle du jeu, mais dans une question de survie. En réponse à la crise climatique, on n'est pas dans un aspect de survie. Les autres choses, si on change un peu de sujet sur les critiques de la société, moi j'ai énormément aimé en fait pourquoi Dr Mindy, donc qui est joué par Leonardo DiCaprio, se fait plus entendre que n'importe qui, c'est parce qu'il est jugé comme beau. Et ça, malheureusement, c'est très triste, mais en politique, les gens ont tendance à faire plus confiance aux gens qu'on va trouver beaux. Donc après, on va pas rentrer dans le débat de qu'est-ce qui est beau, c'est quoi un critère de beauté, etc. C'est selon les critères normatifs qu'on a imposés en consensus ensemble en termes de beauté qu'on va se dire « Ah, cette personne est belle, donc je lui ferai plus confiance ». Mais on le sait, ça a été longtemps mené que plus quelqu'un est beau, entre guillemets, plus il risque d'être élu en politique ou en tout cas avoir la confiance des gens. Et ça c'est une vraie problématique parce que c'est pas parce qu'on est beau qu'on est intelligent, c'est pas forcément parce qu'on parle super bien qu'on a forcément des dessins ou des idées qui sont louables en fait. C'est vraiment de dire plus c'est beau, plus ça aura de l'importance, peu importe le fond. Et ça, pour le coup, c'est une vraie critique de notre société, je pense. Pareil, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est les tacles qui se sont faits à notre société. Et en fait, ils sont faits petit à petit. Par exemple, le hashtag. Tout ce qui entoure la manière dont les réseaux sociaux sont présentés dans le film m'ont paru très crédibles, très réels. Genre, instrumentalisation des mots, que justement, le titre Don't Look Up, ne regardez pas en haut. De toujours cette obligation de diviser en 2 camps en permanence. Ça, c'est quand même assez vrai. On le voit dans à peu près dans toutes les polémiques qu'on a actuellement. Et là, il a voulu montrer par l'absurdité d'une comète où il suffit de lever la tête pour voir qu'effectivement elle arrive et on risque de tous mourir. Et qu'on serait capable de se diviser sur ça. Pareil, toute une instrumentalisation politique en permanence de si on fait ça, c'est pour votre bien. On a décidé d'arrêter ce qui va potentiellement sauver toute la planète. C'est principalement parce qu'il y a des métaux rares et parce qu'on va pouvoir les récupérer. Et en les récupérant, on va créer de l'emploi. Et l'emploi, c'est bien pour vous. On fait primer l'argent sur le bien-être, notamment lorsque Kate revient chez ses parents lui sortent un discours vraiment qu'on aurait dit une pub gouvernementale en lui disant non mais les emplois c'est bien, et on voit bien qu'ils sont pas capables d'expliquer pourquoi. En tout cas, le film a voulu montrer que on se pose plus la question réellement de pourquoi c'est pour notre bien en fait. Peut-être nous réfléchir sur c'est peut-être bien d'avoir une planète en santé et pas forcément avoir un nombre incalculable d'objets. Donc voilà, ça fait le tour avec les parallèles du réel. J'ai essayé d'aborder ça d'une manière assez rapide et concrète. Encore une fois, il y a toutes les sources en description, donc n'hésitez pas à les consulter. Et maintenant, on va passer donc à la dernière partie, donc à la conclusion et notamment avec la note du film aussi. Dans l'ensemble, comme j'ai dit, pour les points positifs, on passe à un bon moment, c'est un bon film qui tient la route, qui a un point A, un point B, une vraie conclusion. Moi j'ai plutôt bien aimé aussi le fait que le film se termine réellement par la comète qui s'écrase,
Je trouvais que c'était intéressant. Après, la morale, bon bah ça comme je vous ai dit, c'est dans les points négatifs. Et dans les parallèles avec le réel, voilà, forcément tout le postulat sur la crise climatique, bof, mais il y a quand même des points à ne pas occulter. Et j'ai l'impression que malheureusement, on se pose pas les vraies questions que le film a voulu nous poser. Donc c'est plus le traitement qu'on en a fait du film qui me déçoit que réellement le film en tant que tel, parce que je trouve que ce film nous amène vraiment à réfléchir en fait. Et ça, pour ça en fait pour moi un bon film. Donc malgré les points négatifs, je vous inviterai fortement à le voir. Et c'est pour ça que je mettrai la note de 8 sur 10 en fait. On en bénéficiera tous de le voir et d'en discuter. Et même si on n'a pas aimé ou aimé justement, qu'on est d'accord avec certains postulats, pas d'accord, bah, le fait de confronter les idées, de débattre autour d'un film comme ça et des idées qu'il veut amener et des postulats et des réflexions qu'il porte, je pense que dans tous les cas ça peut être qu'une bonne chose. Donc j'espère que cette critique t'a plu. Donc je t'invite à partager, à liker la vidéo. Aussi si jamais tu veux pas louper les prochaines vidéos, je t'invite à t'abonner. Et puis on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Et puis n'hésite pas à me faire un petit coucou si jamais tu passes sur les live Twitch. Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo et puis on se dit à très vite. Bye.